Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo, ce point hebdomadaire. Nous sommes le lundi 22 mars 2021 et comme chaque lundi, il est temps donc d'aborder un sujet spécifique et de le développer. Nous allons parler des marchés haussiers ou baissiers. Alors quel que soit le type de marché, hein, la difficulté est de trouver les points de retournement. Alors on va essayer de voir des indicateurs qui pourraient permettre de déceler ces points de retournement et nous allons voir qu'effectivement il est toujours plus compliqué de trouver ces fameux points de retournement lorsque nous sommes en marché haussier que lors d'un marché baissier. Malheureusement, sur les indices, nous sommes actuellement en marché haussier. Alors effectivement, nous allons voir que cela est beaucoup plus compliqué que dans la situation opposée. Donc on ne parle pas d'indicateurs techniques, on va parler d'autres types d'indicateurs, pour la plupart des ratios, et on va essayer de trouver le meilleur de ces indicateurs, car on va définir l'indicateur idéal dans un premier temps pour voir une multitude de ratios qui pourraient permettre de détecter des creux ou des sommets. Et bien entendu, nous allons parler des événements de ce début de semaine et des événements qui devraient marquer le calendrier économique lors des prochains jours. Avant de débuter, nous allons enchaîner sur un rapide et traditionnel rappel légal. Voilà pour le rappel légal. Alors tout d'abord les top news. Ensuite, on va parler, j'ai oublié de le dire, on va parler du DAX. On va détailler un petit peu le DAX pour comprendre cette hausse de la fin de semaine dernière. Alors, quelle est l'actualité marquante? Tout d'abord, cette forte volatilité sur la livre turque, après que le président Erdogan ait renvoyé le chef de la Banque centrale en réponse à sa décision d'augmenter les taux de 200 points de base jeudi dernier de 17 à 19%. Alors il l'a remplacé par un critique des taux élevés et donc ce qui va plus dans le sens de sa vision des taux d'intérêt. À noter également que l'Union européenne menace de limiter les exportations de vaccins AstraZeneca vers le Royaume-Uni et la Réserve fédérale américaine a mis fin vendredi aux règles de traitement spécial des capitaux bancaires à la fin du mois de mars, alors que la BOJ adopte une attitude légèrement hawkish, alors qu'elle était réputée pour être dovish. On va également aborder la Banque du Japon concernant la Réserve fédérale américaine. On l'a abordé ce matin en Good Morning Market et nous l'avons également détaillé jeudi en Good Morning Market. Pendant ce temps-là, le 10 ans américain est en légère baisse aujourd'hui, sous résistance, il marque une pause. Concernant le calendrier économique de cette semaine, nous allons parler des PMI flash mercredi pour plusieurs zones, de l'inflation PCE aux États-Unis et des anticipations d'inflation dont nous prendrons connaissance vendredi. On débute par faire un point sur la semaine dernière, sur les marchés. Et donc la semaine dernière, tout d'abord, il y a eu la Réserve fédérale américaine. Une Réserve fédérale américaine qui n'a pas eu à faire grand-chose pour que les indices aillent chercher de nouveaux sommets historiques. Et donc, la Réserve fédérale américaine a principalement mis l'accent sur ses projections qui étaient très optimistes, que nous avons détaillées jeudi en Good Morning Market, avec une croissance du PIB plus élevée, une inflation suffisamment faible pour ne pas pousser la Fed à un resserrement monétaire. Mais les rendements américains ont augmenté, le 10 ans US marque une pause à l'heure actuelle, il est, nous l'avons dit, sous résistance. Donc voici les projections marquantes de la Réserve fédérale américaine que nous avons déjà détaillées, et ça c'était l'un des points cruciaux de la semaine dernière. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait également cette hausse du DAX. Une hausse du DAX qui a été favorisée par une percée haussière de Volkswagen. Sur ce graphique de gauche, on retrouve les cotations du DAX en noir, les cotations des actions ordinaires Volkswagen en rouge et les cotations des actions préférentielles de Volkswagen en vert. Alors que s'est-il passé au niveau de Volkswagen? Il y a eu des prévisions très optimistes. Donc Volkswagen qui prévoit de vendre 1 million de véhicules électriques en 2021. Ce sont des véhicules à batterie et également hybrides rechargeables. Volkswagen veut construire 6 usines de batteries en Europe d'ici fin 2030 et elle a l'intention de dépasser Tesla en termes de vente de véhicules électriques à batterie d'ici 2025. À noter que 50 nouveaux modèles de véhicules entièrement électriques seront sur le marché d'ici 2030. Alors on va s'intéresser justement au poids
de Volkswagen dans le DAX, à cette hausse du DAX du 1er janvier au 17 mars 2021. Le DAX a gagné 877 points, soit 6,4%. Concernant Volkswagen, tout d'abord les actions ordinaires qui ont gagné 81,5% et les actions préférentielles qui ont progressé de 51,4%. Alors, à savoir que Volkswagen, le poids de Volkswagen dans le DAX est d'environ 2,7% et donc sa contribution à la hausse du DAX est de 189,8 points, soit plus d'un cinquième de la hausse du DAX depuis le 1er janvier 2021. Alors il y a 5 points à savoir, 5 points à comprendre. Tout d'abord, il faut savoir que les actions préférentielles sont incluses dans les cotations du DAX. Les investisseurs institutionnels évitent les actions ordinaires en raison de leur faible liquidité. Et donc, nous avons plus de 90% d'entre elles qui sont exclues du flottant. Troisième point, les actions ordinaires sont utilisées pour couvrir les ADR, les American Depositary Receipts. Ce sont des contrats qui permettent aux entreprises étrangères d'être cotées sur le marché américain. Elles sont donc cotées et négociées en dollars américains sur une bourse américaine. Les dividendes sont également payés en dollars américains. Et donc concrètement, ces ADR ont été conçus pour faciliter l'achat, la détention et la vente d'actions non américaines par des investisseurs américains. Et donc, tout naturellement, ça permet aux entreprises étrangères d'avoir un instrument complémentaire de financement. Donc voilà pour ces ADR, et les actions ordinaires sont justement utilisées pour couvrir ces ADR. À noter d'ailleurs que les détenteurs d'ADR peuvent à tout moment demander la remise d'actions. Et donc ce sont des actions ordinaires, d'où cette couverture. Voilà pour le troisième point, et donc cette petite parenthèse sur ces contrats, ces ADR. Alors à noter également que l'envolée récente des actions ordinaires est due à ces ADR. Il y a eu une forte augmentation des volumes aux États-Unis, donc des Américains qui se sont intéressés très fortement à Volkswagen et qui sont passés par ces contrats qui leur permettent de négocier des actions étrangères hors US. Et les actions préférentielles, quant à elles, ont augmenté en raison des opportunités d'arbitrage. Donc voilà pour cette parenthèse concernant Volkswagen. On a insisté là-dessus lors d'un article jeudi, et donc vu ces records historiques du DAX, un DAX qui a atteint ce retracement externe de Fibonacci, il fallait donc détailler ce point avant de passer à l'autre événement de la semaine passée, de la semaine dernière. C'est la Banque du Japon. Alors, une banque du Japon qui abandonne son objectif annuel d'achat d'ETF et qui adopte une fourchette de rendement plus large pour les obligations d'État japonaises. Nous en avons parlé également ce matin lors du Good Morning Market. Et c'est justement cette politique de relance qui est critiquée de Shinzo Abe, Premier ministre japonais, ce que l'on appelle l'Abenomics. C'est donc une politique qui va mélanger, qui va combiner, largesse budgétaire, souplesse monétaire et réforme structurelle. Donc l'idée est très simple de cette politique, l'Abenomics, c'est de déverser des liquidités massives sur l'économie et les marchés, affaiblir le yen, promouvoir les exportations, faire grimper les bénéfices des entreprises et les prix des actifs. Mais bon, pas trop de résultats. Pour le moment, le yen reste beaucoup plus faible que le cours des actions, aussi faible que ne sont élevés les cours des actions. La BOJ dépasse le fonds de pension de l'État en tant que plus grand actionnaire au Japon. On le voit ici depuis 2010, depuis que la BOJ a commencé à acheter des actions domestiques, des actions japonaises. Et actuellement, la BOJ est le plus grand actionnaire au Japon avec plus de 9% du PIB. Donc une politique qui est très largement critiquée. Et pour l'heure, nous avons un revirement peut-être de politique concernant la BOJ. Une BOJ qui n'a pas été en mesure aussi de faire remonter l'inflation. Elle avait été incapable d'atteindre cet objectif de 1%.
et donc elle a décidé de l'augmenter à 2%. C'est ce que l'on voit ici, hein. On voit l'objectif d'inflation qui était à 1%, qui est remonté à 2%. Malgré cela, on n'y arrive toujours pas. On a eu pendant un certain temps l'objectif qui a été atteint, notamment à ce niveau-là, et donc c'était dû principalement à la taxe sur les ventes, une taxe qui avait été, augmentée, et par la suite, hein, elle est retombée, aux alentours de zéro, et donc encore un nouvel échec ici pour la BOJ d'un point de vue de l'inflation. Donc voilà pour ces quelques précisions. Il y a également un article sur le sujet qui a été publié vendredi. N'hésitez pas à le consulter directement sur la plateforme Xstation 5. Nous allons passer à présent au focus de la semaine. Marché haussier ou baissier, quel indicateur utiliser? Hormis les indicateurs techniques, hein, que nous utilisons tous les jours, cela nous permet donc de déceler d'éventuels retournements, d'éventuels déséquilibres avec Ishimoku. C'est ce que l'on fait au quotidien. Mais là, on va parler d'autres types d'indicateurs, principalement des ratios. Mais d'abord, on va essayer de définir quel aurait été l'indicateur le plus performant, l'indicateur parfait pour déterminer les points de retournement. Alors au mieux, cet indicateur ressemblerait à cela, avec donc il ressemblerait concrètement à une onde sinusoïdale, et on aurait des pics, des sommets et des creux qui coïncideraient avec ici les pics et les creux boursiers. Ce serait l'idéal concrètement avec deux bornes, une borne inférieure à -1 par exemple, une borne supérieure à 1. Lorsque l'on atteint 1, il faut vendre. Cela veut dire que ça devrait coïncider avec un sommet de marché, donc il y a un retournement. Lorsque l'on atteint pardon, -1, il faudrait acheter car cela signifierait un retournement haussier. Alors ça, ce serait vraiment l'indicateur idéal, un indicateur qui serait impossible en réalité. Alors il faut le nuancer. Il ne fonctionnerait pas parce que tout le monde l'utiliserait, mais également ça pourrait être la cause de son fonctionnement. C'est ce que l'on appelle la prophétie autoréalisatrice. Parce qu'effectivement, si tout le monde a cet indicateur sous les yeux et que tout le monde a un signal de vente, les opérateurs vont vendre en même temps, ce qui pourrait donc créer un repli sur le marché. Donc à nuancer tout de même, d'un côté, il ne devrait pas fonctionner parce que tout le monde essaierait de l'utiliser, mais de l'autre côté, on pourrait avoir ce que l'on appelle justement la prophétie autoréalisatrice. Alors, il y a des indicateurs de ce type que l'on peut utiliser dans n'importe quelle phase, hein, du cycle boursier, que l'on soit en sommet, en sommet de cycle ou en creux de cycle, que l'on soit sous-évalué ou surévalué. C'est ce que l'on va voir, mais c'est beaucoup plus difficile de déceler les sommets de marché. Et donc, c'est cette partie supérieure justement de l'indicateur qui va poser problème. Nous allons parler de plusieurs indicateurs de ce type et on va voir pourquoi la plupart du temps, on va rencontrer quelques difficultés, surtout pour les retournements baissiers. Tout d'abord, l'indicateur cours sur PIB. On retrouve le S&P 500. En bas, on retrouve justement ce ratio, un ratio qui est fondé économiquement, car les bénéfices des entreprises sont une composante du PIB. Donc à long terme, les marchés devraient progresser en même temps que l'économie. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Donc on va enlever les niveaux actuels qui sont extrêmes. On est bien loin tout de même d'avoir une onde sinusoïdale, hein. Ici, on retrouve par exemple les creux de court terme en bleu clair, on retrouve les creux cycliques en bleu foncé, on retrouve les sommets cycliques en rouge foncé et en orange, on retrouve les sommets de court terme. On est vraiment bien loin de cet indicateur idéal que l'on a décrit au début. Donc, on va essayer de modifier cela. On va essayer d'avoir un peu plus de précision, un indicateur qui soit vraiment sinusoïdal, qui nous permette d'avoir des signaux beaucoup plus précis. Et on va s'intéresser au ratio court PIB, mais principalement à son écart par rapport à la moyenne sur 2 ans. Déjà, l'aspect nous convient un peu plus, hein, on se rapproche de cet indicateur entre guillemets parfait, et donc c'est beaucoup plus approprié. Alors ce que l'on voit déjà, c'est que la majorité des points bleus se retrouvent en dessous de la zone de 0,9. Je vous rappelle, le tout est de trouver également les bornes inférieures et les bornes supérieures. Et on a la majorité des croix qui se retrouvent au-dessus des 1,1. Alors, à chaque fois que l'indice est tombé sous 0,8,
on peut le voir, on avait un point bas qui était à proximité. Donc déjà, on commence à se rapprocher. On a amélioré cet indicateur, nous l'avons affiné en utilisant la déviation par rapport à la moyenne sur 2 ans, l'écart par rapport à la moyenne sur 2 ans. Alors malheureusement, ça dépend beaucoup trop des cours. L'impact du PIB reste limité. Donc ça va être le principal défaut que l'on va avoir à ce niveau-là. Il faudrait que cela dépende un peu moins des cours avec un meilleur impact pardon, du PIB. Et dans ce cas-là, on pourra avoir peut-être un indicateur beaucoup plus précis. On notera également que cet indicateur, ce ratio, est actuellement proche de niveaux records. Les niveaux records que l'on retrouve ici à ce niveau-là, à la fin des années 90, mais également à la fin des années 80 et ici également dans les années 50. On va passer tout simplement à l'écart des cours par rapport à la moyenne sur 2 ans. Alors, on aura des résultats similaires, c'est beaucoup moins régulier, donc beaucoup plus difficile à déceler concernant les bornes. Et donc finalement, ce PIB améliorait l'indicateur, même s'il avait un impact limité, il améliorait quand même grandement l'indicateur. Donc c'est une première piste déjà. Le PIB permet d'améliorer cet indicateur parfait que nous essayons actuellement de créer. On va s'intéresser à présent au drawdown sur 2 ans, c'est-à-dire les points bas en fonction des sommets sur 2 ans. Alors ce que l'on voit déjà, donc on va s'intéresser au sommet et on va s'intéresser principalement, le but ce sera de déceler les creux. Par la suite, le but sera de déceler les sommets. Alors, ce que l'on voit d'un point de vue graphique, il y a une jauge que l'on remarque, c'est la jauge, c'est le point des 0,8 qui a très souvent coïncidé avec les creux de court terme. Les creux de court terme qui sont, je vous le rappelle, en bleu ciel. Les creux cycliques sont en bleu foncé. Et d'ailleurs, le dernier en date était ici en décembre 2018 que l'on retrouve à ce niveau-là. Tous ces points sont reportés sur les cours du S&P 500. Concernant les creux cycliques, c'est beaucoup moins régulier. On a du mal à trouver une jauge commune, à trouver un signal qui nous permet de déceler les creux cycliques. Donc déjà, concernant le drawdown sur 2 ans, efficace pour les creux de court terme, beaucoup moins de par son manque de régularité pour les creux cycliques. À présent, nous allons essayer de faire l'inverse. Et là, c'est là que tout va se compliquer. On va essayer de déterminer les sommets. Nous avons cherché les creux avec plus ou moins de réussite. C'était beaucoup plus simple pour les creux de court terme que pour les creux cycliques. Avec le PIB, on avait beaucoup plus de précision. On va essayer de trouver à présent les sommets à partir des points bas. Ce que l'on remarque dans un premier temps, nous sommes sur un record. Si on venait à calculer les rallyes, les différents rallyes sur un an. Mais on n'a pas de réels signaux précis ici. On le voit, il n'y a pas de vrais signaux, il n'y a pas de niveau qui permettent à déterminer un réel sommet, qu'un sommet est atteint. Donc ce que l'on va faire, on va élargir un petit peu. Au lieu d'utiliser un rallye sur un an, on va se baser sur un rallye sur 2 ans. Et toujours en haut, on retrouve le S&P 500. Ça ne change pas. Ce qui va changer, c'est notre indicateur en bas que l'on essaye d'affiner au fur et à mesure pour trouver des bornes, pour avoir donc une forme d'onde sinusoïdale. C'est le but, je vous le rappelle, c'est vraiment l'indicateur parfait. Alors ici, on a de meilleurs résultats, certes, ça paraît de plus en plus cohérent, mais ça n'est toujours pas parfait. Ce que l'on remarque concernant les sommets, car je vous le rappelle, c'est ce qui nous intéresse. Cette fois-ci, on était sur les creux avant, maintenant c'est sur les sommets. Lorsque l'on dépasse 1,6, on est très proche des sommets la plupart du temps. Voici les 1,6. On a l'impression qu'il y a une réelle relation avec ces 1,6. À noter également qu'on a eu également de nombreux cycles, des sommets de cycles relativement importants qui ont pris fin lorsque on était proche de la zone à 0,4. Et donc ici, ce qu'il en ressort concrètement, c'est qu'il est beaucoup plus simple de trouver finalement un point d'achat, parce que là, on a beaucoup de mal à avoir un point commun concernant les seuils que lors de nos creux. Donc concrètement, il est beaucoup plus dur d'avoir un point de vente que d'avoir un point d'achat. Donc, il faudrait éventuellement trouver d'autres niveaux. On s'est basé sur des ratios par rapport au PIB, sur le rallye sur 2 ans. Nous sommes actuellement, concernant ce rallye sur 2 ans, au-dessus du seuil, aux alentours
plutôt très proche du seuil de 1,8 et historiquement, dans 60 des cas, c'était un signal très fort. Alors on va essayer autre chose, quelque chose que l'on connaît, la dette marginale sur le PIB. On va terminer par, le ratio put-call. Alors ça pourrait être un très bon, indicateur, hein, comme on peut le voir. Cet indicateur hem, cet indicateur nous donne un certain seuil. À ce niveau-là, les 0,03, c'est-à-dire à 3. Lorsque l'on s'approche des 3, lorsque, l'on atteint même les 3, très souvent, le marché marque un sommet. Sommet, de court terme ou sommet, cyclique. Malheureusement, très difficile actuellement, nous l'avons clairement dépassé. Nous sommes même aux alentours de 0,04, soit aux alentours des 4. Donc un indicateur qui semble très intéressant, mais dans notre cas précis, qui ne nous servira pas à grand-chose car nous avons dépassé cette borne. On s'intéresse au ratio cours bénéfice. Alors ici, nous avions ce que l'on peut remarquer, c'est qu'une seule fois, nous avons un creux cyclique qui a coïncidé avec un PE supérieur à 15. Ici, on le voit, nous avons notre niveau de 15. Les creux cycliques, je vous le rappelle, sont en bleu foncé. Et donc, une seule fois, un creux cyclique supérieur à 15. Alors effectivement, concernant les sommets, c'est très difficile de trouver un niveau car il n'y a pas de régularité encore une fois. On peut se retrouver en dessous de 20 comme on peut se retrouver au-dessus de 30 ou entre 20 et 25. Alors, à l'heure actuelle, ça ne nous sert à pas grand-chose, hein. On est sur un record, historique bien au-dessus des 30, bien au-dessus de ce niveau qui avait été atteint dans les années 2000. Donc on laisse de côté également. On passe au ratio, cours-vente qui est encore plus, compliqué, qui ne nous donne, qui nous donne encore moins d'indications. À ce niveau-là, il n'y a pas de signal, hein. Bon, concrètement, les ventes sont beaucoup plus liées au PIB que les bénéfices et donc comme le rapport, cours PIB, ça nous montre à l'heure actuelle des niveaux extrêmement, surévalués et donc il n'y a aucun niveau ici, hein, il n'y a aucune régularité, donc aucun niveau ne nous permet de dire, que nous avons un point de retournement. On va terminer par le marché des options. Alors la relation a changé, hein, on va le voir d'ailleurs, hein et pour le moment, on en a beaucoup parlé à court terme car ça fonctionne très bien. Malheureusement, à long terme, il y a une certaine irrégularité, on le voit à présent. On avait, à l'heure actuelle, lorsque l'on est à côté, aux alentours de 1,1, cela nous indique que le creux est proche concernant le ratio, put-call. Mais ce n'était pas le cas avant 2007. Avant 2007, on était plus aux alentours de 0,9. Donc là aussi, il y a un manque de régularité sur le long terme. On ne peut pas estimer que c'est un indicateur précis, car il y a eu un changement des bornes depuis la crise financière de 2007. Donc effectivement, très compliqué de trouver cet indicateur parfait. C'est pour cela, notamment pour les sommets, il est très difficile de trouver un point de retournement. Et d'où la nécessité donc de suivre les marchés jour après jour. Nous avons ces autres outils, hein, les indicateurs techniques, mais nous avons également le sentiment des investisseurs. Le sentiment des investisseurs est disponible comme indicateur technique, entre guillemets, si je puis dire, sur la plateforme Xstation 5, à utiliser. C'est un indicateur contrarien, c'est-à-dire que lorsque les investisseurs sont confiants, extrêmement confiants, ou se ruent, par exemple, lorsqu'ils sont à plus de 50% à l'achat sur un actif, ça veut dire qu'il faut vendre. Inversement, lorsqu'ils sont à plus de 50% à la vente, ça veut dire qu'il faut acheter. On peut le vérifier à l'heure actuelle. Ce que l'on peut voir, c'est qu'il n'y a eu aucun creux avec un ratio, avec ce sentiment au-dessus de 0,2. Donc aucun creux à ce niveau-là, hein. Tous les creux sont en dessous, tous les points bleus, qu'ils soient bleu ciel ou bleu foncé, sont en dessous, ce qui est tout à fait logique. Les investisseurs ne sont jamais optimistes aux alentours des creux. Inversement, et là par contre il y a eu un seul pic, un seul sommet qui a coïncidé avec un ratio inférieur à 0. Alors on le voit, tous les sommets sont soit sur 0, soit au-dessus de 0, mis à part une seule fois. Et justement, cette fois-ci, c'était pendant le rebond
le rebond donc pendant le marché baissier de la crise financière et on était tout près d'un creux, cyclique. Mais ce que l'on peut en tirer, c'est que les investisseurs ne sont jamais pessimistes, près d'un pic de marché. Et à l'heure actuelle, hein, on est bien, au-dessus donc, des niveaux moyens. Donc le sentiment des investisseurs peut nous donner, donc cette, indication contrarienne et on peut éventuellement la combiner avec un autre, indicateur. Donc voilà pour, les indicateurs et cette difficulté à déceler, des creux, une difficulté encore plus grandissante quand il s'agit de déceler, des sommets. Alors cela va dans le sillage, hein, de ce que l'on avait vu, les 10 graphiques à connaître la semaine dernière. Ici, plusieurs indicateurs et ce qui nous permet donc de nous sensibiliser sur la difficulté à déceler un retournement, d'où la nécessité de combiner à cela, à ce genre d'indicateurs, les indicateurs techniques que nous pouvons utiliser directement sur notre plateforme de trading. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine concernant le calendrier économique? Tout d'abord, les PMI flash pour le mois de mars. Alors, on va prendre connaissance des PMI flash en provenance d'Europe. Ce sera mercredi, mercredi matin. Hein, donc, il y aura une batterie de PMI flash entre 9h15 et 10h. Au Royaume-Uni, mercredi à 10h30 et aux États-Unis, mercredi à 14h45. Le Japon, ce sera mercredi à 1h30 du matin et l'Australie, mardi à 23h. Alors, ce seront les premières indications des performances des économies à la fin du premier trimestre 2021. On le sait, les données PMI de février ont montré une divergence significative entre les États-Unis et le vieux continent. Alors, de ce fait, hein, les données de la semaine prochaine, les données de cette semaine, pardon, sont suivies de très près. Et donc, l'idée sera d'essayer d'évaluer l'impact des restrictions qui ont été des restrictions additionnelles en Europe, l'impact de ces restrictions sur la reprise économique. Alors, il faudra savoir également, l'idée sera de déceler si cela entraînera un élargissement de l'écart par rapport aux États-Unis. On prendra connaissance également de l'indice des prix PCE aux États-Unis pour le mois de février pardon, et des prévisions d'inflation de l'University of Michigan qui seront publiées respectivement vendredi à 13h30 et vendredi à 15h. Donc vendredi, des données très importantes en provenance des États-Unis. Ce sera des indices supplémentaires concernant les pressions inflationnistes aux États-Unis et ça pourrait éventuellement confirmer les propos du président de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, qui affirme qu'il ne s'agit que d'un phénomène transitoire. Donc l'inflation reviendra au goût du jour à la fin de cette semaine. Et sur ce, nous mettons un terme à cette vidéo. Je voulais vous sensibiliser à ces différents indicateurs de retournement pour au final comprendre qu'effectivement la situation à laquelle nous faisons face à l'heure actuelle sur des sommets est très compliquée. Il est très difficile de déceler un retournement baissier. Il est beaucoup plus simple de déceler un retournement haussier. Alors j'espère que c'est clair, j'ai essayé d'être au maximum, de vous expliquer au maximum le raisonnement justement d'un indicateur. Nous n'avons pas parlé d'indicateur technique, hein. Il y a eu énormément de ratios. Nous avons également parlé de drawdown, nous avons parlé de ces ratios comptables et nous avons terminé avec le marché des options. Pardon. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le sujet, vous pouvez les poser en commentaire. Si vous avez des suggestions, encore une fois, n'hésitez pas à nous les transmettre. Merci à toutes et à tous pour votre temps. On se donne rendez-vous dès demain pour le Good Morning Market classique. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.